Bonjour, ravi de vous retrouver et nous allons ce matin parler de la dynamique des groupes, ce qu'on appelle la dynamique des groupes. Puisque dans la fonction de relation d'aide, il y a non seulement le travail avec une personne, mais très souvent, il y a aussi un travail avec un groupe, soit dans le cadre d'une thérapie, soit dans le cadre d'une formation, même si elle ne doit durer qu'1 heure, et même aussi dans le cadre d'une conférence où là, pendant 1 heure, 1 heure et demie, nous avons affaire à un public qui a des réactions qu'il faut arriver à convaincre et à qui il faut arriver à répondre de manière juste, de manière à ce qu'ils ressortent de cet entretien dans un état d'esprit positif, avec la tête pleine de réponses, et s'il n'y a pas tout à fait encore les réponses, de questions qui conduiront tout doucement à se trouver ses propres réponses. Il faut savoir dans un premier temps que lorsque l'on veut faire passer une information à quelqu'un, il y a différentes étapes incontournables qu'on appelle les étapes de l'apprentissage. Lorsqu'on veut faire passer une idée nouvelle à une personne, on dit que cette personne, au départ, elle est inconsciemment compétente. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Il y a des tas de choses comme ça dans la vie que nous ignorons totalement, dont nous ignorons d'ailleurs totalement l'existence. Et quand quelqu'un nous expose cette nouveauté ou cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir, nous sommes dans cet état d'être inconsciemment compétents. Nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et lorsque nous entendons une nouvelle information, lorsqu'un groupe entend une nouvelle information, eh bien, il peut avoir 2 réactions contraires à cette étape-là. La première, c'est l'acceptation, la découverte, avec un état intérieur de curiosité, même de curiosité attentive, et plutôt positive, qui demande à aller plus loin. Et puis la deuxième, c'est un état de rejet, par peur de changer ses habitudes, d'intégrer des notions nouvelles, par exemple. Et donc, il faut être très attentif dans cette étape-là et être conscient aussi, lorsque l'on écoute une nouvelle information, que nous sommes inconsciemment compétents. Et il faut amener le groupe à accepter cet état. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et par exemple, lorsque quelqu'un a des difficultés, des soucis, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient psychologiques, la personne présente son problème, a l'impression d'en avoir fait le tour, mais bien entendu, elle n'a pas trouvé la raison pour laquelle elle a ce problème. C'est pour ça qu'elle vient vous voir, c'est pour ça qu'elle vient écouter une conférence, c'est pour ça qu'elle vient assister à un stage éventuellement, c'est pour essayer de trouver ce qui est à l'origine de sa difficulté. Donc, si elle le savait, elle aurait déjà trouvé la solution. Or, elle ne sait pas, et elle ne sait même pas qu'elle ne le sait pas, d'ailleurs. Ensuite, dans un processus d'apprentissage, il arrive un autre moment où la personne devient consciemment incompétente. Et il y a très peu d'écart entre la première étape et la deuxième. C'est-à-dire qu'elle devient consciemment incompétente, c'est-à-dire qu'elle reconnaît, et c'est comme ça qu'on sait que le groupe avance d'ailleurs, elle reconnaît qu'elle ne sait pas, qu'elle ne connaît pas la réponse, qu'elle n'est pas l'origine de son problème, qu'elle ne connaît pas ce que vous savez que vous allez lui enseigner. Et quand on reconnaît qu'on ne connaît pas quelque chose, eh bien, en principe, ça nous donne de façon spontanée l'envie de l'apprendre. Et c'est la meilleure situation dans un groupe que d'être dans l'envie d'apprendre, parce qu'on a tout à fait conscience qu'on ne sait pas. Et dans un groupe, on va utiliser pour ça, par exemple, un certain nombre d'exercices de découverte. On appelle ça les exercices de découverte qui vont permettre à la personne de découvrir qu'elle ne sait pas. Je donne un exemple. Imaginons qu'une personne... Par exemple, dans un premier temps, une personne a l'impression qu'elle sait dessiner, voilà, je dis n'importe quoi, ou qu'elle sait travailler avec un client et qu'elle a l'art de l'écoute. Ok, donc elle arrive dans une formation, dans un stage, et on lui propose d'entrer, comme un premier exercice, de se mettre en face d'une personne et de l'écouter, de se mettre en situation d'écoute.
La personne croit qu'elle sait. Or, en fait, inconsciemment, elle est incompétente. Elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Ça, c'est la toute première étape. Et elle croit qu'elle le sait. Quand elle va faire ce premier entretien, elle va avoir un premier retour de celui avec qui elle parle, qui va lui dire je ne me suis pas du tout sentie écoutée. J'avais l'impression que vous me donniez des conseils. J'avais l'impression que vous étiez incapable d'entendre. Vous ne compreniez rien de ce que j'étais en train de vous dire. Vous parliez trop, vous ne m'écoutiez pas. Vous aviez une attitude, par exemple, agitée. Et à ce moment-là, la personne, dans ce premier exercice, elle va passer de l'étape où elle croit qu'elle savait, et où elle ne savait rien du tout, à l'étape où maintenant, elle accepte qu'elle ne sait pas, et qu'elle n'est pas douée encore, et qu'elle n'est pas dans l'état et dans la capacité de travailler avec une personne et de l'écouter de manière correcte. Donc, dans cette étude, dans ce travail en groupe, il va falloir aider les personnes dans ces différentes étapes. Et le fait de faire des exercices pratiques dès le début vont permettre à chacun de faire un état des lieux de leur capacité. Et l'idéal étant qu'elles acceptent effectivement qu'elles ne sont pas capables. Et que là, maintenant, on en a une preuve parce qu'on a fait un exercice et qu'elles peuvent le vérifier. Éventuellement, si elles ne le croient pas avec une personne, eh bien, on le fait avec une deuxième personne jusqu'à ce qu'elles reconnaissent humblement « c'est vrai, je ne sais pas et maintenant j'ai envie de le savoir ». Ensuite, dans un groupe, on va apprendre des choses, les personnes vont faire un certain nombre d'expériences. Et comme dans tous les apprentissages, à un moment donné, si on prend cet apprentissage de savoir écouter les autres, de savoir se mettre à l'écoute d'une personne ou de plusieurs personnes, elles vont arriver à l'état d'acquérir un certain nombre de connaissances théoriques. Et puis même d'avoir un petit peu de pratique qui va les rendre un peu plus à l'aise pour écouter les autres. Mais de la même façon, quand on a un diplôme, par exemple un CAP de plombier ou un CAP de menuisier ou un diplôme dans n'importe quel métier, lorsque l'on sort de l'école avec son diplôme en poche, on est consciemment compétent, c'est-à-dire qu'on sait et on a des connaissances certaines qu'on peut même redonner de façon orale, mais on n'a pas encore acquis des automatismes qui font que ça coule tout seul. Il faut encore y réfléchir et il faut encore ajouter par-dessus un certain nombre d'expériences pour être vraiment à l'aise avec ce qu'on a appris. De la même façon, quelqu'un qui termine une formation de praticien euphoniste, puisque c'est ce que nous faisons ici, ou n'importe quelle formation de praticien, lorsqu'elle a terminé ses 4 années, ou ses 5 années, ou ses 3 années, elle a acquis des compétences théoriques, un savoir, elle a acquis même un certain savoir-faire, mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui sort tout juste de l'école et quelqu'un qui a déjà derrière elle un certain nombre d'années d'expérience. Donc, à la fin des études ou à la fin de la formation, le groupe passe dans une étape où il est consciemment compétent. C'est-à-dire qu'il sait des choses et il en a tout à fait conscience. Mais il faudra un très long moment d'apprentissage et de terrain et d'expérimentation pour passer à la dernière étape, qui est l'étape où ils sont inconsciemment incompétents. C'est-à-dire qu'ils font les choses sans même y réfléchir et sans même y penser. On peut prendre l'exemple tout simple de l'apprentissage de la conduite automobile. Lorsque l'on prend sa première leçon, on sait qu'on ne sait pas conduire. C'est pour ça qu'on veut apprendre. Alors, on apprend à conduire et quand on nous donne notre petit papillon jaune ou rouge, maintenant je ne sais plus quelle couleur il est, eh bien, le tout jeune conducteur, il sait conduire effectivement, il est consciemment compétent. Mais il réfléchit longtemps avant de démarrer. Il faut qu'il mette son rétroviseur, qu'il le règle, il faut qu'il enlève son frein à main, qu'il passe une vitesse, qu'il mette son clignotant pour sortir de l'endroit où il est. La personne a besoin de réfléchir à tous les gestes qu'il faut qu'elle fasse pour conduire correctement. Et au bout de quelques années, quand on rentre chez soi et qu'on a conduit un certain nombre de kilomètres suffisants, eh bien, on ne se pose même plus ce genre de questions. On est devenu inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'on sait les choses tellement bien qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir.
Et ça, c'est l'état dans lequel le groupe se trouve lorsqu'il a terminé sa formation, mais surtout quand il vient en supervision et où il a acquis, en plus de son savoir, une certaine expérience et qu'il a juste besoin de rectifier les endroits où éventuellement il fait quelques erreurs. Donc accompagner un groupe, c'est les accompagner dans toutes ces étapes-là, en sachant qu'à chaque étape, on va avoir des oppositions, bien sûr, de temps en temps, des difficultés, et puis qu'il y a des règles aussi pour que ce groupe fonctionne dans les meilleures conditions et pour passer ces étapes dans les meilleures conditions. Souvenez-vous de ce cours où nous avons parlé de la structure, de la loi du lien, c'est-à-dire du cadre dans lequel on peut travailler avec une personne ou avec plusieurs personnes. Et souvenez-vous que nous avons parlé dans ce cadre des conditions de temps, d'argent, d'espace, sans lesquelles quelqu'un ne peut pas travailler et apprendre en sécurité. Et bien sûr, lorsqu'un groupe démarre et que le formateur démarre son groupe, eh bien, il va falloir qu'il veille à poser cette structure et ce cadre. Et dans cette structure et ce cadre, on a compris que chaque personne qui était présente avait le même droit d'être là, donc le même droit d'appartenir à ce groupe, le même droit à un temps de parole, le même droit à exister, à s'exprimer, à avoir son opinion qui peut être différente des autres. Alors on va au groupe lui donner un certain nombre de règles du jeu. On appelle ça les règles du jeu. Et les règles du jeu qu'on va poser au groupe, une fois qu'ils savent le temps que va durer la formation, les horaires, combien ça coûte et un certain nombre de choses comme ça, on va proposer au groupe de respecter la parole de chacun, d'accepter qu'on ne coupe pas la parole aux autres, c'est-à-dire que chacun a le droit de s'exprimer, on ne coupe pas la parole quand il a commencé à parler, que chacun peut s'exprimer à son tour et qu'il a le droit d'avoir son avis, que quand on n'est pas content, on parle en termes de message-jeu. On a fait un cours aussi sur le message-jeu, c'est-à-dire qu'on apprend à parler de soi et à ne pas accuser les autres lorsque quelque chose ne va pas. On rappelle au groupe que lorsque quelque chose contrarie quelqu'un dans un groupe, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de l'attitude de l'autre. Et qu'aucune plainte n'est recevable par le groupe si elle n'est pas accompagnée d'une demande claire, c'est-à-dire une demande concrète et positive. Par exemple, que le formateur peut exprimer qu'il n'accepte pas qu'une personne lève la main pour se plaindre sans qu'elle ait demandé en même temps quelque chose de concret. Alors un exemple, ça peut être une personne peut ne pas être contente parce que c'est toujours la même personne qui parle, par exemple, parce qu'elle trouve que c'est toujours la même personne qui s'exprime et qu'elle n'a pas la possibilité de prendre la parole. À ce moment-là, si la personne se plaint de ça, elle fait une demande et dit « maintenant, j'aimerais dire quelque chose et j'ai besoin d'un certain temps pour pouvoir exprimer ce que j'ai à dire ». On ne peut pas faire que de se plaindre. Toute justification aussi est irrecevable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être capable d'écouter ce qu'une personne a à nous dire sans automatiquement justifier et argumenter. On doit être capable d'accepter que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous sans être obligé de rentrer dans un débat et un conflit avec la personne. Et le groupe doit savoir que chacun a le droit de ressentir et de penser exactement ce qu'il veut, comme il le veut. Ensuite, il y a bien sûr des conditions qui concernent directement le formateur lui-même. On sait que dans tous les groupes, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de transfert. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation d'autorité ou qu'il y a une personne qui représente l'autorité, c'est le cas pour le formateur en règle générale, les stagiaires ont tendance à projeter sur lui des images parentales qu'il a connues, qui peuvent être ou des images positives, s'il y a eu des parents plutôt sympathiques, enfin avec lesquels il y a eu de bonnes relations,
ou des transferts négatifs, voire hostiles vis-à-vis du formateur, s'il y a eu dans l'enfance des difficultés avec une autorité, qui peut être un parent, mais qui peut être éventuellement un instituteur, un enseignant ou autre. Et donc, dès qu'il y a travail de groupe ou travail avec un groupe, on va repérer immédiatement ces situations de transfert. Et le formateur doit le connaître, ça. Et doit savoir que les réactions de stagiaires vis-à-vis de lui vont être liées aussi au transfert qu'ils font sur lui. Ça a bien sûr à voir avec l'énéatype de chaque personne, avec son profil de personnalité ou son profil pathologique, si éventuellement il y a une pathologie. Donc le formateur, il doit rester calme à l'intérieur et être capable d'accepter ces choses. Quand est-ce qu'il peut y avoir un transfert positif? Quand il y a un transfert positif, en tout cas, eh bien, il faut que le formateur, au moins, il ait développé 3 axes. Le premier, c'est qu'il sait exactement de quoi il parle. Et il a aussi un savoir-faire et une maîtrise du sujet. Si le groupe a affaire à quelqu'un qui n'a pas préparé ce qu'il a à dire et qui n'a pas de savoir suffisant ou de savoir-faire, effectivement, le groupe ne peut pas faire confiance à ce formateur. Donc, il y a un minimum. On verra qu'on ne va pas lui demander d'être Dieu qui sait tout, mais il faut qu'il y ait un minimum quand même, qui permette d'avoir envie au moins d'apprendre de cette personne-là, parce qu'on se voit qu'elle en sait plus que nous. Donc les stagiaires sont ce qu'on appelle là consciemment incompétents. Ensuite, il faut que le formateur ait une certaine maîtrise, en plus des procédés pédagogiques et d'animation. Vous avez, par exemple, des professeurs d'université qui ont un savoir très important. Ce sont des personnes qui ont étudié énormément de livres, mais qui n'ont aucun savoir-faire en termes de pédagogie et d'animation. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas retransmettre le message, parce qu'ils ne savent pas du tout animer un groupe. Et d'ailleurs, à la limite, ils se moquent complètement de ça. L'important, c'est qu'ils passent ce qu'ils savent et puis c'est tout. Une fois qu'ils ont passé ce qu'ils savent, ils ont l'impression que ça suffit. Et on sait qu'avec ces animateurs-là ou ces formateurs-là, eh bien, on s'ennuie beaucoup et que c'est très difficile d'intégrer ce qui a été dit parce qu'il manque toute la dimension relationnelle et la dimension émotionnelle dans le phénomène d'apprentissage. Et donc, le savoir-être du formateur est extrêmement important. Et c'est de son savoir-être et du travail qu'il a fait sur lui-même, bien sûr, que dépend surtout la capacité du groupe à apprendre et à apprendre dans de bonnes conditions, avec un certain plaisir et surtout avec un résultat intéressant pour lui. Donc, pour que le formé puisse apprendre, il faut qu'il puisse s'identifier au formateur. Il faut qu'il se sente proche du formateur et qu'il puisse facilement transposer dans l'avenir ce qu'il apprend par rapport à ce qu'il voit du formateur. Il n'est pas juste de penser qu'un formateur doit être parfait aussi, que c'est un surhomme ou c'est une surfemme qui est toujours en pleine forme, qui n'est jamais pris en défaut, qu'il est censé tout savoir et tout comprendre. Le groupe a besoin de savoir qu'il a affaire à quelqu'un d'humain qui a aussi eu des difficultés, qui les a dépassées et qui puisse témoigner de ces difficultés, parler un petit peu de lui, parler parler de la manière dont elle se sert de ce qu'elle enseigne pour aller mieux. Et dans ce cas, le groupe va pouvoir faire un transfert sur le formateur tout en reconnaissant son niveau de savoir et de compétence et de savoir-être, voir aussi qu'il est possible de ne pas aller bien à certains moments et de pouvoir utiliser ce qu'il apprend pour aller mieux.
Donc, un formateur trop parfait ou trop expert et qui semble être à des années-lumière de ce qu'il est possible de devenir, eh bien, est quelqu'un qui peut même décourager l'ensemble des élèves à certains moments. Les élèves ont besoin de voir qu'on peut arriver à un certain niveau tout en restant humain quelque part. Il faut que ça reste accessible et que ça ne soit pas écrasant pour que le groupe ne se sente pas totalement découragé. Ça veut dire vraiment que le formateur, il doit posséder toutes ces qualités, mais il doit rester proche quand même des personnes auxquelles il enseigne. Tout au long de la formation, bien sûr, il va y avoir des résistances, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais bien sûr, il y a des conditions pour que les résistances qui vont se manifester soient les moins importantes possibles et qu'elles n'encombrent pas trop la formation. Il faut comprendre que les adultes qui apprennent, ils apprennent s'ils comprennent. C'est-à-dire que quand on leur explique quelque chose, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils entendent. Ça veut dire qu'il faut que le langage soit adapté, et qu'il y ait une certaine logique dans le langage. Par exemple, moi j'ai de souvenirs de certaines formations où les formateurs enseignaient avec tout un tas de jargons et de sigles qui étaient complètement incompréhensibles. Donc quand dans une phrase, il y avait par exemple des termes comme le PC, le PCM, le MPCI, le RTP, voilà, un langage qui est un langage très spécialisé, comme en psychanalyse par exemple, où il y a des termes comme ça qui sont des jargons du métier, eh bien effectivement les personnes qui sont en face ne comprennent pas de quoi il s'agit, on a l'impression qu'ils sont rentrés sur une autre planète et à ce moment-là ils n'ont plus d'intérêt pour la formation, ils en ont besoin de comprendre, l'adulte a besoin de comprendre, donc il faut utiliser les mots qu'il est capable de comprendre. Et quelquefois, il faut s'arrêter sur les mots, il faut demander si les mots sont compréhensibles, et il ne faut pas hésiter à donner des significations, même si pour le formateur ça paraît simple, pour celui qui est en face, parfois, ce mot-là, il est très compliqué. Donc on utilise de préférence le langage de ceux qui sont en face, et on se met au niveau de ceux qui sont en face. Si un jour vous êtes formateur avec des enseignants, ça sera différent comme niveau de langage que si vous êtes formateur avec des aides-soignantes dans un hôpital, par exemple, parce que le niveau est différent. Un autre aspect qui est très important, c'est que le langage doit être adapté au quotidien des personnes. Quand on fait, par exemple, des tests ou quand on fait des exercices avec les gens, il faut que ces exercices aient un lien direct avec le quotidien ou avec ceux qui vont être amenés à découvrir par la suite. Si, par exemple, vous travaillez avec des praticiens euphonistes qui vont faire des entretiens avec des clients, eh bien, et si vous travaillez avec ce groupe-là, tous les exercices que vous allez les faire dans le cadre d'un entretien avec des clients. Vous n'allez pas leur faire des exercices dans le cadre, par exemple, d'un entretien d'embauche qui n'a rien à voir avec le thème du stage. Or, c'est c'est une erreur que font beaucoup de formateurs quand ils oublient d'adapter leurs exercices au niveau de ceux qui sont là. Ensuite, il faut veiller à ce que les personnes qui sont là s'engagent, c'est-à-dire qu'ils aient un but pour la formation. Donc on ne démarre pas une formation avant d'avoir demandé à chacun pourquoi, quelle est son intention en faisant cette formation. On sait que de poser une formation, de poser un but, c'est quelque chose qui met en route un processus inconscient qui va favoriser beaucoup le phénomène d'apprentissage. Et s'il est important de le faire au départ de la formation pour l'ensemble de la formation, il est aussi important de le refaire chaque matin, comme il est important le soir, avant de se quitter, de reposer à chaque personne la question « Quelle est la chose importante que vous avez retenue aujourd'hui ?» Et en quoi, par exemple, cette chose importante, elle va vous aider à réaliser le but que vous aviez ce matin ou l'objectif que vous aviez ce matin. Donc,
constamment, tout au cours de la formation, on va veiller à redéfinir le but de chacun, à vérifier là où les personnes en sont par rapport à leur objectif, à voir les écarts qu'il y a entre le début, leur souhait de départ, et puis là où ils en sont par rapport à presque la fin de la formation. Et donc, ça va obliger à avoir des entretiens avec les personnes individuelles et de faire des petits bilans régulièrement. On peut le faire aussi sous la forme de contrôle ou de petits examens, mais c'est mieux de le faire sous forme de bilan individuel. L'autre chose, c'est que le formé, les gens qui sont en formation, ont besoin de partager leurs expériences. Donc, il faut laisser dans la formation des temps pour que chacun puisse exprimer là où il en est, comment il se sent, comment il est dans son expérimentation de tous les aspects de la formation qui lui sont donnés. Et à partir de là, il va en même temps pouvoir trouver sa place dans le groupe et se positionner clairement dans le groupe. Le formateur doit aussi veiller à récompenser, encourager constamment les personnes au fur et à mesure du processus d'apprentissage. Et il doit veiller à ce que chacun soit totalement intégré dans le groupe tel qu'il est, avec ses différences, ses particularités, quel que soit son niveau. Le formateur doit toujours veiller à ce qu'il y ait des travaux en sous-groupe qui permettent aux gens de se connaître, de s'entraîner, de se frotter un peu les uns aux autres. Voilà. Bien sûr, il y a tous les autres éléments dont on a déjà parlé dans les autres cours. Un formateur ne juge pas, il exprime ce qu'il a à dire, mais il est capable de se remettre aussi en question lorsque son groupe ne va pas et que ça dure un certain temps, et de remettre en question son attitude et son comportement en travaillant un petit peu sur son orgueil, puisque l'orgueil, c'est quand même un des défauts qu'un certain nombre de formateurs ont. Voilà pour un peu les règles du jeu, les éléments les plus importants dans le groupe, donc ces étapes d'apprentissage que l'on va passer et qui vont amener les gens à être inconsciemment compétents jusqu'au moment où ils seront consciemment compétents, ils auront des connaissances et il faudra après qu'ils expérimentent pour devenir réellement complètement compétents. Tout au cours de la formation, on va rencontrer un certain nombre de résistances parce que le groupe n'aime pas bien, les personnes en général n'aiment pas changer leurs habitudes. Mais ce n'est pas seulement les habitudes au niveau de ce qu'ils font, c'est aussi les habitudes, surtout en termes de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont dans la tête comme schéma de pensée habituel. Parfois, dans la formation, le formateur dit quelque chose qui dérange et ça va perturber ceux qui sont en face et ils vont avoir à ce moment-là des réactions d'agressivité parfois, en tout cas d'opposition. Il faut être capable à chaque fois de reformuler et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la personne et jamais rentrer en conflit ou essayer de convaincre. Vous savez, dans convaincre, il y a deux mots, je ne vais pas les redire, mais il y a deux mots. Et c'est vrai que dans convaincre, il y a surtout l'idée de guerre. Et quand on va essayer de convaincre une personne qui n'est pas d'accord avec nous, eh bien, on va simplement générer un conflit qui va créer beaucoup de problèmes dans le groupe. Donc, lorsqu'un stagiaire n'est pas d'accord avec ce que vous dites, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas dit avec les bons mots, en vous adaptant au langage, que vous avez dit quelque chose qui était à un niveau trop élevé par rapport à là où en étaient les personnes dans leur processus d'apprentissage, que vous l'avez dit d'un ton qui a pu perturber quelqu'un, et à ce moment-là, il faut écouter l'objection, la reformuler, dire que l'on comprend l'objection, demander de quoi la personne a besoin pour aller plus loin dans sa réflexion et lui dire qu'elle est parfaitement libre de ne pas être d'accord et qu'on lui laisse le temps de la réflexion et qu'on est d'accord pour en reparler au moment où elle en aura besoin. En tout cas, devant toutes les objections, jamais entrer en conflit, jamais vouloir convaincre. Peut-être simplement redire avec d'autres mots, d'une autre façon, en intégrant ce que la personne a à dire. Je voudrais maintenant partager avec vous des petits secrets, enfin des secrets de formateurs.
pour vous aider lorsque vous aurez affaire à ces différentes expériences et ces différentes réactions de vos stagiaires. En gros, il existe 4 types de stagiaires qui ont 4 types de réactions différentes. Et pour chacun, il y a un peu des petites phrases magiques qui peuvent vous aider, des petites phrases très courtes, qui sont des petites phrases magiques, et qui peuvent vous aider, et les aider aussi d'ailleurs, à dépasser un certain nombre de problèmes et à, en tout cas, avoir une gestion de groupe tout à fait intéressante et agréable. Alors, ces 4 personnes sont un premier type de personnes. Ce sont ce qu'on appelle les personnes soit parfaites. Il y a des gens pour qui le plus important dans la vie, c'est d'être parfait. Et les stagiaires qui sont soit parfaits, d'abord attendent de vous que vous soyez parfait et attendent d'eux aussi, bien sûr, d'être parfaits. Ils sont très exigeants dans la formation, sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur votre cohérence et la cohérence de votre enseignement. Donc, c'est très intéressant, les soins parfaits, parce qu'ils vont vous poser beaucoup de questions qui vont vous obliger à affiner vos réponses, à approfondir vos cours de plus en plus. Par contre, dans le groupe, ils vont amener à un élément de froideur, dans la mesure où ce qui compte pour eux, c'est beaucoup plus la qualité de l'enseignement que la qualité relationnelle qu'ils peuvent avoir avec les autres membres du groupe. Le soi parfait, quand il va venir avec vous, il va être là à l'heure, ça c'est le côté intéressant, il va respecter les horaires, le cadre, la structure, les règles que vous allez poser. Il va il va écrire tout ce que vous allez dire de façon extrêmement structurée. Il va apprendre, il va faire vraiment tout ce qui est proposé parce que son idée c'est de s'améliorer et de vraiment profiter au maximum de cette formation. Par contre, il ne vous passera rien si vous faites une erreur et il va vous interrompre pour aller plus loin et pour vous faire remarquer qu'il y a quelque temps vous avez dit une chose et que là vous êtes en train exactement de dire le contraire ou quelque chose qui n'est pas tout à fait juste et qui n'est pas tout à fait vrai. Donc le formateur peut trouver ça un petit peu agaçant parce qu'il a l'impression tout le temps d'être jugé par la personne qui effectivement est là, à la fois intéressée, mais aussi un petit peu dans cette situation de juger ce qui se passe et de critiquer beaucoup à la fois le formateur et les personnes qui sont présentes. En même temps, si elle vous reconnaît comme étant cohérent, compétent, à ce moment-là, vous aurez là une alliée ou un allié qui va adhérer tout à fait au message que vous allez lui faire passer. Par contre, quelqu'un qui est très soit parfait va essayer d'être parfait dans son apprentissage. Il va apprendre, il va faire les exercices, mais il va avoir tout le temps peur de ne pas avoir assez appris, de ne pas faire assez bien les exercices, et il va avoir peur que vous le jugiez, que les autres le jugent comme n'étant pas parfait. Donc, il va falloir que vous l'aidiez et que vous l'encouragiez très régulièrement tout au long de la formation. Quand vous allez amener de nouvelles façons de faire ou de nouvelles idées, quelqu'un qui est soit parfait comme ça va avoir besoin de temps, c'est quelqu'un qui est plutôt secondaire, et il va avoir besoin de temps pour adhérer à une nouvelle idée ou à une nouvelle façon de faire. Par exemple, dans une formation, vous avez quelqu'un qui vient avec des habitudes d'entretien en face à face avec un client, et vous lui enseignez une nouvelle façon de faire. Cette personne va avoir énormément de mal à changer ses habitudes. Alors, la phrase magique pour l'aider à adhérer à ce que vous allez faire et à rentrer avec vous dans le même champ et avec le groupe, ça va être d'abord de jamais le bousculer, de toujours accepter qu'il lui faut le temps. Et c'est une personne à qui on ne peut pas demander directement de changer quelque chose. Par exemple, à partir de maintenant, vous faites comme ça. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui soit parfait. On ne peut pas lui dire, à partir de maintenant, vous arrêtez votre façon de faire et vous en faites une autre. Par contre, on va lui demander ce qu'il en pense. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penserais si, pendant une journée ou là, pendant cet exercice simplement, eh bien, tu pratiquais de telle et telle manière.
Et à ce moment-là, après, tu me diras ce que tu en penses, et puis ensuite, on en parle tous les deux. Et si vous lui dites comme ça, qu'est-ce que tu penserais si, eh bien, la personne adhérera toujours. Elle acceptera que c'est une expérience et qu'ensuite, elle a le droit de ne pas être d'accord et qu'ensuite, vous en discuterez ensemble. Elle va faire l'expérience et comme elle a envie de progresser et d'aller de l'avant, probablement qu'à la fin de l'expérience, elle acceptera que peut-être aussi une autre façon de faire est intéressante et généralement, elle adhérera à votre proposition. Donc, avec les choix parfaits, on ne donne jamais d'ordre direct. On demande à la personne ce qu'elle en pense, on lui laisse un peu le temps de la réflexion, on en discute après, et quand elle a accepté de changer, à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. Ça, c'est pour les personnes qui sont très perfectionnistes. Ensuite, vous avez d'autres types de personnes qui sont rebelles. On les appelle les contrephobiques. Des gens, dès que vous avez une idée nouvelle ou que vous proposez un exercice, même si ce n'est pas nouveau d'ailleurs, mais un exercice, immédiatement, c'est non. J'ai pas le temps, je saurais pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée, ça sert à rien, j'y arriverai pas et tout ça. Ce sont des personnes aussi qui mettent beaucoup en avant l'idée du temps, le fait qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas envie. Donc on appelle ça les contrephobiques. Les contrephobiques posent un certain nombre de problèmes dans les groupes parce qu'ils sont très opposants, ils sont très réactifs, ils sont aussi très rigolos parfois d'ailleurs, ils mettent de l'humour dans le groupe et ils ont quelques problèmes avec l'autorité. Et vous représentez l'autorité. Et donc, en tant qu'autorité, vous avez plutôt tort que raison. Il existe un moyen, avec les rebelles, comme ça, de vous les mettre un peu dans la poche et d'en faire des alliés, et qui seront d'ailleurs vos meilleurs alliés pendant toute la formation. Alors, il y a aussi une petite phrase magique avec les rebelles. Lorsque vous avez une proposition à faire à un rebelle, ou que vous voulez simplement lui demander ce qu'il pense, sachez que le rebelle exprime sans arrêt ce qu'il pense. Mais quand vous lui demandez « Qu'est-ce que tu penses de ça ?», il vous répondra tout de suite « Moi, j'en sais rien ». C'est-à-dire que le simple fait de lui demander ce qu'il pense fait qu'il n'a pas envie de vous répondre. Si vous ne lui demandiez pas, il vous le dirait sans avoir besoin de lui demander. Donc on ne lui demande jamais ce qu'il pense. On ne lui demande jamais non plus directement de faire quelque chose parce qu'il refusera ou il trouvera des raisons de ne pas le faire. Donc il va falloir être beaucoup plus futé avec lui. Et donc quand il vous répond « je ne sais pas » ou « je ne veux pas » ou « je n'ai pas le temps », vous allez simplement lui dire « imagine que tu aies le temps, imagine que tu le saches, imagine que là d'un coup tu le veuilles ». Et vous allez simplement utiliser ce mot « imagine ». Le simple fait d'utiliser le mot « imaginer », qui l'emmène dans une partie de lui qui est une partie d'enfant, et qui est une partie où c'est pas sérieux, qui est un peu ludique comme ça, et immédiatement, vous allez être extrêmement surprise, immédiatement, il va faire. Simplement parce que vous avez dit « imagine ». Si vous avez affaire à un groupe d'adolescents, et que vous leur demandez quelque chose et qu'ils vous répondent non, vous n'allez d'ailleurs pas faire comme ça, vous allez vous prendre autrement, vous allez dire « imaginez que vous le sachiez ». Qu'est-ce que vous me diriez? Par exemple, où est-ce que se trouve la rue, j'ai n'importe quoi, parce que ça peut être utile dans le quotidien pour des choses très simples, où est-ce que se trouve la rue Saint-Georges? Si vous demandez ça à des adolescents rebelles, la rue Saint-Georges, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, imaginez que vous sachiez où est la rue Saint-Georges et immédiatement ils vous le disent en riant. Donc ça stimule la partie enfantine à l'intérieur de la personne et à ce moment-là, elle adhère à ce que vous faites. Ça paraît étrange ce que je dis, mais pourtant ça marche remarquablement bien. Les rebelles aussi, dans un groupe, ont besoin de jouer. Ils ont besoin de choses ludiques. Ils ont besoin qu'on leur propose des exercices qui sont un petit peu marrants, dans lesquels ils vont pouvoir avoir des échanges avec les autres. Ils ont besoin de beaucoup parler, beaucoup de s'exprimer et beaucoup échanger. Donc les simples apports théoriques ne suffisent pas. Même si c'est passionnant ce que vous racontez, si ça n'est pas étayé par des exercices où ils vont pouvoir se mettre en mouvement et échanger entre eux, eh bien votre enseignement ne passera pas du tout. Donc, avec les rebelles, c'est le mot « imaginer » et ce sont les jeux sous toutes leurs formes et toute la dimension ludique qui est à intégrer dans le cadre de votre formation et vous le faire pour eux.
Les rebelles, en plus, sont très agités. Donc, quelquefois, ils font des apartés, ils parlent deux par deux dans les coins, et ils sont très agités. Alors, vous allez faire une chose très simple avec eux. Quand un rebelle est très agité, vous vous approchez simplement de lui physiquement en continuant à parler. Et parfois aussi, vous pouvez vous mettre à côté de lui, vous asseyez à côté de lui un moment. Vous faites quelque chose d'inattendu. Dès que vous êtes assis à côté de lui, c'est un peu comme avec un enfant finalement, eh bien immédiatement, il s'arrête et il se calme. Une autre façon aussi, si vous avez un rebelle particulièrement actif dans votre groupe, vous faites des choses rigolotes, comme par exemple prendre un stylo et puis le mettre ici sur l'oreille, ou alors placer votre stylo dans vos cheveux ici devant. Faire quelque chose de marrant. Et le rebelle, dès que vous allez faire quelque chose d'inattendu, ça va immédiatement stopper son excitation et il se calme de façon instantanée. Il rit un peu et il se calme de façon instantanée. Le rebelle a besoin de trouver en vous quelqu'un qui est aussi un petit peu enfant à certains moments. À partir de là, il est avec vous et ça sera un allié et il va apporter la dimension comique, humoristique dans le groupe que les autres vont énormément apprécier. Ensuite, un troisième personnage important dans un groupe, c'est celui qu'on appelle le fait-plaisir. Alors, dans tous les groupes, il y a des gens qui sont fait plaisir. Il y a d'ailleurs des groupes qui sont majoritairement fait plaisir et d'autres qui sont majoritairement rebelles et d'autres majoritairement soient parfaits. Quand, avec France, nous faisons toujours d'ailleurs nos formations en entreprise, parfois elle m'appelait, je lui demandais aujourd'hui comment c'était le groupe, elle m'a dit oh là là, ce sont des soins parfaits. Et moi je disais moi j'ai eu que des faits plaisir. Et le simple fait de le dire, ça donnait un état de l'ambiance du groupe. Avec les faits plaisir, qui sont plutôt des groupes féminins, par exemple dans les hôpitaux, quand on travaille dans les hôpitaux, on va avoir beaucoup de groupes faits plaisir. On a affaire à des gens qui ont besoin de contact, d'échange, de se donner beaucoup de signes de reconnaissance. Alors, les groupes fait plaisir sont très physiques, ils se font beaucoup de bisous, ils apportent des gâteaux, ils font des anniversaires, ils trouvent toutes les occasions de se faire des petits cadeaux. Ils ont besoin ils pleurent beaucoup, c'est très émotionnel. Ils ont besoin de choses, de contacts ou d'exercices qui leur permettent de se rencontrer et de pouvoir exprimer leurs émotions, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Donc, l'effet plaisir dans un groupe, c'est très intéressant, sauf que quelquefois, quand il y en a trop, on peut être débordé par cette dimension émotionnelle et par ce besoin de contact qui, quelquefois, n'est pas très adapté avec ce que vous avez à enseigner. Avec l'effet plaisir, la théorie, c'est intéressant, mais ce qui les intéressera et qui va les motiver, ça va être toutes vos expériences personnelles. Ça va être tous les témoignages que vous allez leur permettre d'exprimer dans le cadre du groupe et où chacun va pouvoir un peu manifester quelques émotions, ce qui va être une source de grande satisfaction pour tout le groupe. Le fait plaisir a l'impression qu'il peut faire plaisir à tout le monde, mais il a besoin de beaucoup de signes de reconnaissance. Il a besoin de donner et il a besoin de beaucoup aussi recevoir. Donc il va falloir dans la formation que vous fassiez quelque chose pour nourrir ce besoin émotionnel. Là, c'est pareil, il y a des phrases magiques qui sont très simples et avec l'effet plaisir, c'est particulièrement simple. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez pas non plus là le demander directement, mais vous allez simplement mettre avant votre demande la phrase « ce qui me ferait plaisir » ou oui, par exemple, ce que j'aimerais ou ce qui me ferait plaisir, c'est telle ou telle chose. Ce que j'aimerais, c'est que vous vous mettiez de par Dieu et que vous fassiez ce type d'exercice. Ce qui me plairait bien, c'est que à partir de maintenant, vous vous mettiez en sous-groupe et que vous travailliez sur telle et telle chose. Ce qui serait super, c'est que, voilà, il faut toujours rajouter avant les demandes que vous faites cet élément affectif qui fait que la personne, de façon automatique, va faire les choses avec plaisir et pour vous faire plaisir. Et du coup, ça va lever toutes les oppositions qu'il y a à faire et ça va créer une ambiance chaleureuse parmi les personnes. Je peux vous donner des exemples aussi qu'on peut trouver dans les entreprises. Un exemple
que j'ai dans la tête comme ça, d'un patron à qui j'exprimais ça, puisqu'il manageait un groupe, hein, et il ne comprenait pas que sa secrétaire soit aussi, comment dire, qu'il y ait de telles difficultés relationnelles avec sa secrétaire. Et quand il a compris qu'elle était fait plaisir comme ça, tout d'un coup, il a eu un éclair. Il a dit, mais oui, le matin, quand j'arrive, je suis pressée, j'arrive, j'ai beaucoup de travail, j'arrive et je lui donne les ordres. Je lui dis, bon, bonjour, madame. Il lui dit bonjour, bien sûr. Et il dit, maintenant, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça. À 11h, il faut faire ça. Au midi, vous faites ça. À 14h, il y a ça. Voilà. Et puis après, il part dans son bureau et il la laisse faire. Pour lui, c'est du travail, c'est du business et c'est tout. Et tout d'un coup, il a réalisé qu'il lui disait jamais quelque chose d'agréable. Alors, il a simplement fait l'expérience suivante. Vous savez, ce qui me plairait, Madame Dupont, par exemple, eh bien, ce serait que vous fassiez telle chose. Vous savez, ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, eh bien, c'est qu'à telle heure et telle heure, telle et telle chose soit faite. Et du jour au lendemain, de façon tout à fait édifiante pour lui, eh bien, sa secrétaire a changé sa relation avec lui. D'abord, le premier jour, elle a pleuré parce que ça l'a beaucoup émue. Et ensuite, elle a mis de l'enthousiasme à faire son travail. Simplement parce qu'il avait rajouté un petit élément émotionnel qui lui montrait que dans ce qu'ils faisaient ensemble, eh bien, ça lui faisait plaisir. Et bien sûr, quand les faits plaisir ont fait ce que vous aviez proposé, bien sûr, vous allez rajouter cet élément émotionnel. C'est vraiment enthousiasmant de vous voir comme ça. C'est vraiment super. Il faut rajouter cet élément émotionnel dont ils ont besoin. C'est vrai que les perfectionnistes n'en ont pas besoin de la même manière. Eux, ils ont besoin de recevoir des choudoudous plus du type « votre travail est bon, vous avez fait des gros progrès, vous avez bien fait », puisque c'est ça qui les intéresse. Et les faits plaisir, ce qui les intéresse, c'est que eh bien, ça vous ait fait plaisir à vous. Donc c'est très peu de choses, mais il faut y penser quand on gère un groupe parce qu'on a ces différents personnages et puis on a ces différentes énergies qui fonctionnent autrement et qui ont besoin qu'on en tienne compte. Et si on tient compte de chacun, à ce moment-là, on a un bon équilibre dans le groupe. Les derniers dans les groupes qui posent quelques problèmes parfois aux formateurs, ce sont ce qu'on appelle les soi-forts. Les soi-forts sont des gens qui ne disent rien. Donc, il n'aime pas les jeux. Alors, ce qui va faire plaisir aux rebelles, ça ne fait pas du tout plaisir aux soi-forts. Il a horreur de s'exprimer. Il a horreur de dire ce qu'il pense. Il a horreur de partager ses ressentis émotionnels. Il a horreur de faire du travail en sous-groupe. Il a horreur de tout ça. Ce qu'il veut, c'est d'apprendre, de comprendre et qu'on ne lui dise rien. Il a peur d'exprimer ses émotions, il a peur qu'on le voie, il est abrité un peu, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, un peu comme les énéatypes 5. Il aimerait être dans le groupe, ingurgiter les informations, tout noter, bien apprendre, et puis en dehors de ça, qu'on ne s'occupe pas du tout de lui. Alors imaginez que vous travaillez avec des groupes de soi-forts et dans certaines professions, par exemple certains informaticiens, vous allez travailler parfois avec des gens qui sont majoritairement soi-forts. Alors c'est un groupe totalement épuisant parce que comme ils ne se manifestent pas, qu'ils ne posent aucune question, qu'ils ne s'expriment pas, qu'ils n'aiment pas faire les jeux et qu'ils n'aiment pas participer activement, eh bien il faut que vous remplissiez le temps à parler. Ça vous parler 3 fois plus que dans un autre groupe. Et le soir, vous êtes mort. Vous êtes vraiment fatigué. Donc, les soi-forts ont cette peur. Alors, quand ils rentrent dans un groupe, ils ont peur des faits plaisir, qui veulent rentrer avec eux en relation alors qu'ils ne veulent pas. Ils ont peur des rebelles, parce que les rebelles, ils ont besoin de parler beaucoup et de jouer. Ils ont peur des soi parfaits. Ils ont peur de tous les autres. Donc, ils ont tendance à se mettre en retrait. S'il y en a 2 sur un groupe de 10, par exemple, ou 15, c'est pas grave, parce que les autres compensent et créent la dynamique. S'il y en a beaucoup plus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour les soi-forts aussi, il y a des petites choses magiques. Parce qu'il faut bien arriver à rentrer en contact, il faut bien arriver à lui donner la place. Mais il a besoin d'une chose et d'une seule chose, le soi-fort. Il a besoin d'informations. Il a besoin qu'on lui donne des informations. Et donc,
de gré ou de force, même si vous êtes quelqu'un naturellement, un formateur naturellement porté à faire énormément d'exercices, à faire énormément participer les gens, si vous êtes vous-même fait plaisir, si vous êtes vous-même rebelle par exemple, ça va vous demander des efforts pour vous adapter à ces personnalités soit fortes. Eh bien, il faudra accepter d'intégrer dans votre enseignement beaucoup plus d'apports théoriques et il faudra permettre à ces personnes soit forte de redonner aux autres ce qu'elles ont compris. C'est-à-dire avec ces groupes-là ou avec ces personnes-là, il faudra leur proposer, quand elles auront compris ce que vous leur avez appris, la fois d'après par exemple, de redonner aux autres sous une forme synthétique ce qu'elles auront découvert, ce qui leur permettra de se manifester dans le groupe, de s'exprimer sans prendre de risques, puisqu'il sera question uniquement de l'enseignement que vous aurez donné, sans qu'elles aient besoin de parler de leurs propres expériences. Et ça, on restera simplement sur le modèle ou sur le mode des informations. Les sois forts, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas chercher à vouloir leur faire dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Il faut les accepter exactement comme ils sont. Et il faut faire l'effort de donner plus d'informations et de les nourrir de plus d'informations. Et la seule façon vraiment de les intégrer dans le groupe, de leur permettre de trouver une autre place dans le groupe et de faire en sorte que le groupe les reconnaisse et les intègre aussi, c'est de leur permettre de redonner l'information qu'ils auront compris dans un deuxième temps. Et ça, ils peuvent sans problème le faire. Et ils n'ont pas besoin que vous les encouragiez parce que ce n'est pas ça qui les motive. Donc voilà différentes personnes que vous allez rencontrer dans un groupe. Fait plaisir, perfectionnistes, les rebelles et puis les sois forts, qui sont un peu les... Je ne sais pas comment on pourrait exprimer. Oui, les plus tranquilles, on va dire, et les plus au calme dans un groupe. Vous aurez même du mal, d'ailleurs, à leur faire dire ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, parce que même ça, ils n'aiment pas le faire. Avec ces quelques éléments qui mériteraient d'être encore approfondis, vous avez quelques pistes de travail pour gérer votre groupe au mieux. Bien sûr, vous aurez à travailler sur votre propre gestuelle. Vous aurez vous-même à vous regarder dans la glace, comment vous êtes quand vous êtes dans un groupe. Quelle est votre gestuelle? Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous avez une voix paisible et tranquille? Est-ce que vous avez un rythme qui endort ou un rythme au contraire qui réveille? Est-ce que vous êtes vous-même capable de vous adapter à toutes ces personnes? Est-ce que vous êtes suffisamment chaleureux? Est-ce que vous êtes en même temps suffisamment pointu dans votre domaine? Est-ce que vous avez un regard circulaire? Est-ce que vous savez intégrer tout le monde? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous savez accepter chaque personne exactement comme elle est? Est-ce que vous êtes capable d'écouter une objection? D'entendre que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sans vous sentir remis en question? Est-ce que vous êtes capable de vous endormir le soir tranquille, même si quelqu'un dans le groupe, à un moment donné, a dit quelque chose de négatif sur ce que vous avez enseigné? C'est toutes ces qualités qu'il faut savoir développer lorsqu'on anime un groupe. Et est-ce que vous êtes capable de répondre aux objections en faisant en sorte de retourner l'objection de manière positive à l'autre et sans rentrer dans un combat où tout d'un coup vous vous sentez blessé dans votre orgueil? Si vous savez tout ça et si vous arrivez à faire tout ça, probablement qu'il n'y aura pas de problème pour gérer un groupe, quelle que soit d'ailleurs la matière enseignée, que le groupe se sentira bien si il comprend et qu'il est compris, s'il est rassuré, s'il peut agir et agir, c'est-à-dire expérimenter, et s'il est complimenté quand il est expérimenté, et s'il se sent appartenir, si chaque membre se sent appartenir, si chacun est reconnu dans sa différence, et si ce que vous faites et ce que vous proposez a du sens, alors à ce moment-là, il n'y aura aucun problème et vous pourrez gérer votre groupe dans les meilleures conditions. Ce que je viens de dire, c'est un petit rappel de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, dont vous avez certainement entendu parler à d'autres moments. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette dynamique de groupe. Bien évidemment,
L'idéal, au-delà de la théorie, c'est d'expérimenter. Et je vous invite vraiment à faire une formation de formateur, en tout cas pour intégrer les bases dont je viens de parler en les expérimentant vous-même dans le cadre d'une formation. Il y en a une excellente ici qui est donnée par France de Boissanti, qui dure quelques jours, où vous aurez grand intérêt à expérimenter tout ce que j'ai expliqué in vivo et de manière à le faire passer par votre ressenti intérieur. Et en attendant, je vous souhaite de très belles formations avec les groupes parce que c'est un travail tout à fait enthousiasmant de former un groupe. Merci.